Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Emma. Bonjour Aurélie. Emma, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Allo fait dodo. Emma, tu es spécialiste dans les réflexes archaïques. C'est le sujet de notre épisode du jour. Je suis vraiment ravie qu'on puisse développer cette thématique-là qu'on n'a pas encore abordée sur le podcast dans les détails. Et je pense que ça va vraiment faire sens et interpeller peut-être de nombreux parents qui nous écoutent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose, Emma, de te présenter et de nous dire qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi aujourd'hui tu nous parles de réflexes archaïques. Alors, bonjour. Donc, au départ, moi, je suis kinésithérapeute en Belgique et j'ai 3 enfants également, donc je suis maman et j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de la kiné, mais je me suis tournée vers les réflexes archaïques parce que ça m'a beaucoup interpellée. Ça a été abordé lors d'une formation en thérapie manuelle et à ce moment-là, j'avais mon 3e petit garçon qui est né en siège et qui marchait à 4 pattes de façon totalement déséquilibrée. Mais à cette époque-là, je n'étais pas formée pour comprendre ce qui se passait. Donc, il faisait une espèce de 3 pattes avec un genou qui tirait entre ses 2 mains et un pied sur le côté. Et ça m'a vraiment fort interpellée d'avoir une explication, enfin une ébauche d'explication. Et je me suis vraiment tournée vers plusieurs formations sur les réflexes archaïques pour comprendre ce qui se passait. Parce que c'est vrai que dans le cursus initial en kiné, on n'est pas armé pour ça. Ou peut-être on apprend tout le développement moteur, mais après, c'est un kiné pédiatrique, il y a des spécialisations également, mais comment agir? Qu'est-ce qui se passe? À quoi c'est dû? Que peut-on faire quand ce développement moteur présente des problèmes ou des asymétries, ou s'il y a des étapes motrices qui sont passées, loupées? Est-ce important? N'est-ce pas important? Est-ce que si le bébé marche sur ses fesses, passe le 4 pattes, passe le rampé, ou un développement moteur qui peut poser question très très lent, à quoi c'est dû et quelles peuvent être les répercussions sur la vie future de l'enfant et puis de l'adulte. Et ces formations m'ont vraiment beaucoup éclairée, ouvert les yeux, à tel point que j'en ai fait plusieurs, dont la dernière, c'est la certification INPP par Sally Godard, qui est une grande experte, je dirais même l'experte mondiale, une des expertes mondiales sur les réflexes, qui a fait énormément de recherches avec son mari en Angleterre. Et donc voilà, dans une de mes casquettes professionnelles, c'est cette spécialité en réflexe archaïque où j'accompagne des enfants, des ados et même des adultes par rapport à cet aspect-là du développement moteur et de comprendre ce qui a pu être mal installé quelque part pour réinstaller un programme moteur plus efficace pour améliorer la qualité de vie, mais dans toutes les sphères, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient émotionnelles. Mmh. Alors avant de de détailler tout ça, parce que du coup tu vas nous en parler plus en détail, est-ce que tu peux nous dire justement, en reprenant là ce que tu viens d'évoquer, que ça agit sur toutes les sphères, donc émotionnelles, cognitives et cetera. Pourquoi c'est finalement important d'en parler, d'avoir ces connaissances-là lorsqu'on devient parent?
Quel est l'enjeu pour l'enfant qui est tout petit, mais l'enfant qui va grandir? Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous dire quel est l'impact? Parce que je précise là par rapport à ce que tu disais, que les enfants, là comme par exemple ton petit garçon, euh, les enfants qui ont des troubles moteurs comme ça, où les parents se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, je mets des guillemets parce que la normalité, bon, c'est dur à définir, mais en tout cas où on se dit c'est bizarre, c'est peut-être surprenant, on est d'accord que ce ne sont pas du tout des enfants qui sont dans la douleur, ou il n'y a pas de. C'est pas comme par exemple lorsqu'on les emmène parce qu'il y a des douleurs au cervical, au dos, voilà, c'est juste que dans leur apprentissage moteur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, quel est l'enjeu pour plus tard? Alors, d'abord, déjà venir peut-être à la définition de ce qu'est un réflexe archaïque pour comprendre vraiment de quoi on parle. Donc, ces réflexes-là portent ce nom-là, le nom d'archaïque, parce qu'ils sont logés dans la partie du cerveau qu'on appelle aussi cerveau archaïque ou primitif ou reptilien. C'est vraiment la couche de base au niveau du cerveau qui assure toutes les fonctions automatiques. Et puis, le cerveau d'un bébé à la naissance n'est évidemment pas du tout mature et le cerveau n'est pas encore prêt à maîtriser ses gestes de façon volontaire. Donc, faire un geste volontaire dans le but de saisir quelque chose, par exemple, ce n'est pas possible pour un bébé. Ça devient possible grâce à une maturation du système nerveux et du cerveau. Et cette maturation du système nerveux, elle se fait grâce aux réflexes archaïques. On met vraiment dans la catégorie réflexes archaïques les réflexes qui sont présents à la naissance. Parce qu'avant ça, il y a un réflexe intra-utérin qui est le réflexe de retrait, de paralysie par l'apport, qui mature déjà dans un second réflexe qui s'appelle le réflexe de Moro. Et celui-là, il est présent à la naissance. Et je parle déjà de ces deux-là parce que ce sont des réflexes de réaction à l'apport. Il y a d'abord une réaction primitive à l'apport par le figement ou par le retrait, qui après évolue par une réaction qui active le système nerveux sympathique. Parce que le bébé, pour pouvoir vivre, il a besoin d'avoir des réactions au stress qui vont devenir de plus en plus efficaces, mais il y a des premières réactions primitives qui se font déjà dans le ventre de la maman et puis à la naissance. Puis il y a plusieurs réflexes qui vont aider à la danse de la naissance parce que la maman accouche, mais le bébé naît et il fait beaucoup de choses si on laisse idéalement la naissance, si elle peut se réaliser de façon la plus physiologique possible. On va aider le bébé à pouvoir vraiment allumer son système nerveux et faire une chorégraphie qui va pouvoir se mettre en place grâce à l'interaction de plusieurs réflexes archaïques qui vont l'aider à cheminer le long du canal de la naissance pour naître et donc pour pouvoir lui faire des mouvements qui vont dégager un bras, qui vont faire bouger son dos pour avancer plus facilement, etc. Et vraiment, la naissance, ça joue vraiment le rôle de starter au niveau du système nerveux. Et ces réflexes archaïques qui sont liés à la naissance, on remarque que parfois, vu qu'ils n'ont pas pu se révéler à la naissance, parfois il faut un peu les stimuler si la naissance a été traumatique ou sous anesthésie ou en siège ou avec césarienne, je vais y arriver. C'est bien parfois de venir stimuler les réflexes qui n'ont pas pu émerger naturellement lors de la naissance. Donc ces fameux réflexes sont là à la naissance. Ils doivent pouvoir être visibles. C'est pour ça que le pédiatre vient les tester le lendemain ou le surlendemain de la naissance. On teste certains réflexes. Et puis, il faut qu'ils soient là. S'ils ne sont pas présents, si on ne les voit pas, on sait dire qu'il y a un problème au niveau du système nerveux. Donc, ça peut mettre la puce à l'oreille concernant certaines pathologies. Mais après, il y a plus grand monde qui s'en préoccupe parce que ces réflexes-là ne sont pas censés rester. Ils sont censés vraiment jouer un rôle de maturation du système nerveux, de maturation du système sensoriel. Mais après, ils sont censés s'intégrer. Donc, ils ne doivent plus sortir, surgir quand on les teste. À partir d'un certain âge, grosso modo, dans la première année de vie, la plupart sont intégrés et ils servent surtout à ce que le bébé puisse traverser les différentes étapes motrices. Donc le rampé, le quatre-pattes, d'abord avant ça les retournements, puis toutes les transitions de la position accroupie, squat à debout, et pour pouvoir avoir accès à la verticalité, à être équilibré sur ses deux pieds, à pouvoir avoir des réactions par rapport à l'équilibre et de protection par rapport à la chute, etc., pour pouvoir marcher et puis courir par la suite. Et ils ont des impacts dans toutes les sphères de la vie parce qu'ils vont vraiment modeler la façon dont le système nerveux va se mettre en place.
Et sensoriel également, par exemple, il y a des réflexes qui vont pouvoir faire maturer l'oculomotricité, donc la façon dont les yeux peuvent bouger de façon horizontale ou verticale ou de façon aléatoire. De façon aléatoire, c'est quand tout est combiné, mais il y a des réflexes qui sont plus liés à la poursuite horizontale, d'autres à la poursuite verticale. Et ça, par exemple, s'il y a un problème au niveau de ces fameux réflexes, par exemple le réflexe tonique asymétrique du cou, il se peut que les yeux manquent de coordination dans leur balayage horizontal. Ce qui fait que pour l'accès à la lecture, pour avoir une lecture fluide avec des yeux qui peuvent suivre les lettres et puis les mots et les lignes, ça peut poser problème si ces yeux ne sont pas bien coordonnés dans leur motricité, par exemple. Mmh. Il y a- Alors, oui. peut-être avant d'en citer d'autres, Emma, juste pour récapituler, là, donc les réflexes, ils prennent, naissance du coup in utero, oui, et puis ils sont là et très utiles pour la naissance. Oui. Ensuite, pendant toute la première année de vie, on en a besoin de ces réflexes pour que le bébé puisse accéder à toutes les étapes, jusqu'à la marche. Mais Mhm. par contre, et je pense que c'est juste peut-être revenir sur ce point-là, le redire, c'est qu'il faut qu'ils disparaissent. Parce que souvent on dit, avoir de bons réflexes, c'est quelque chose de positif, donc on a l'impression que les réflexes, il faut surtout les garder. Mais là, vraiment ce que tu nous expliques, c'est que ces réflexes-là, ils sont utiles à un moment donné dans la toute petite enfance, et Oui. l'idée c'est qu'ils disparaissent parce que s'ils restent, ils empêchent certains apprentissages par la suite, donc ça devient finalement, l'opposé de ce qu'on cherche sur la première année. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors, on ne va pas utiliser le terme de disparition, mais d'intégration. Donc, ils s'intègrent. Ils s'intègrent dans le système nerveux parce qu'ils sont toujours susceptibles de ressurgir à la suite d'un traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique ou d'un gros stress, ou ils sont toujours rangés quelque part dans le système nerveux, ils peuvent réapparaître et puis à nouveau se réintégrer. Donc, ce n'est pas une disparition totale, mais effectivement, c'est bien d'avoir des bons réflexes. Et quand on parle d'avoir des bons réflexes, on va plutôt parler des réflexes de vie, parce que les réflexes archaïques, ils émergent, pardon, ils s'entraînent et puis ils s'intègrent. Et ceux-là, normalement, on veut qu'ils restent rangés dans le système nerveux, on veut pas trop qu'ils ressortent. Mais en même temps que ces réflexes archaïques émergent et s'entraînent et s'intègrent, il y a les réflexes de vie qui prennent place. Et ceux-là, on doit les garder toute notre vie. Donc, toutes ces réactions d'équilibration, de protection à la chute, avoir des bons réflexes, justement, c'est des réflexes de vie dont on parle. Et ceux-là, effectivement, il faut les avoir. Ceux-là, Mmh. oui, ils sont très utiles. Et du coup, pour reprendre alors les exemples que tu nous citais, donc tu parlais de la vue, donc qui était, heu, très utile pour la lecture. Est-ce que tu veux nous en citer d'autres, pour qu'on comprenne vraiment bien l'enjeu? Puis finalement, comment en tant que parent, on peut, petit à petit être alerté si jamais on se rend compte que c'est pas facile pour notre enfant sur plein d'aspects? Oui. Alors, il y a quand même une idée d'ordre au niveau des réflexes archaïques. J'ai parlé déjà des deux réflexes qui sont liés aux réactions par rapport au stress, parce que ces réflexes-là, donc le réflexe de retrait ou de paralysie par la peur et le réflexe de Moro, ce sont eux qui vont mettre en place le système nerveux autonome. Et ils sont hyper importants parce que souvent, on considère que l'enfant, enfin souvent, je sais pas, ça dépend où, comment l'éducation, la culture, etc. Mais on a parfois trop envie que le bébé soit vite autonome, puisse se débrouiller, pas seul, mais on a tendance parfois à mettre un bébé qui vient de naître dans un lit tout seul, tout froid, loin de ses parents. Or, il a besoin vraiment d'installer une grande sécurité intérieure pour ses premiers mois de vie, pour justement intégrer son réflexe de Moro, qui est un réflexe qui va entraîner une réaction sympathique par rapport au stress. Et donc, il va emballer son système nerveux. Donc, ce réflexe de Moro, en général, les mamans le connaissent bien. Quand il y a une porte qui claque ou un gros bruit, le bébé va ouvrir ses bras et puis il va avoir un enroulement sur lui-même et parfois va pleurer. Donc, c'est une réaction d'ouverture suivie d'une fermeture qui s'appelle l'embrassade de Moro. Et puis après, il a besoin d'être réconforté justement pour rassurer son système nerveux et intégrer ce réflexe et pouvoir faire maturer sa réaction par rapport à la peur. Ne pas activer automatiquement son système nerveux sympathique quand il y a un événement stressant, parce que ça, c'est pas bon à garder toute la vie. Et puis, Donc on l'aide en fait dans le réconfort qu'on lui apporte après. On l'aide pas en se disant: «Bah, si on le laisse se débrouiller tout seul, il va apprendre». C'est tout l'inverse. c'est tout l'inverse. Et c'est vraiment l'installation, la sécurité intérieure qui va lui permettre par après d'explorer le monde et d'entrer en interaction avec celui-ci en étant profondément rassuré parce que sa sécurité intérieure sera établie. Tandis que si on laisse un bébé
pas comme on dit ou comme les belles mamans disent, laisse-le pleurer, il fait ses poumons, enfin ce qu'on a toutes entendu peut-être. Ne regarde pas trop près de toi, il va s'habituer. Enfin, on entend plein de choses. Puis il y a des bébés aussi qui ont des besoins intenses, donc qui ont vraiment fortement besoin d'être proches. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont rester proches et collés à leur maman toute leur vie. C'est qu'à un moment, ils en ont besoin pour vraiment installer cette sécurité. Et puis par après, ce sera plus facile pour eux de se détacher et d'entrer en interaction avec le monde plutôt que d'être jetés dans celui-ci sans être rassurés de l'intérieur. Donc effectivement, c'est pour ça que je parle de ces deux réflexes-là en premier. Parce que quand on a une tendance à surréagir au stress, bah, il y a tous les autres qui vont pouvoir être plus difficiles à intégrer, en fait. Quand on est stressé, quand le système nerveux est stressé, bah, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Donc, c'est normal d'être stressé. Il faut réagir au stress, mais je parle de surréaction au stress, quand on réagit de façon trop forte. Et puis donc, après, il y a des réflexes qui vont installer le contrôle moteur d'abord dans une moitié de corps, dans un hémicorps, donc dans l'hémicorps droit ou l'hémicorps gauche. C'est le réflexe dont je parlais, le réflexe tonique asymétrique du cou. Avant ça, je ne dis pas dans l'ordre, il y a le réflexe tonique labyrinthique qui va installer un équilibre entre l'avant et l'arrière du corps pour pouvoir établir un axe, une verticale. Et c'est lié au système vestibulaire, donc c'est une façon de réagir à la gravité. Le bébé a besoin d'entraîner son système vestibulaire pour après pouvoir tenir debout et avoir une réaction réflexive par rapport à la gravité. Et ça passe par justement, entre autres, ce fameux réflexe tonique labyrinthique. Alors celui-là, quand on prend un bébé dans ses bras, si on lui fait une flexion au niveau de la nuque, il y a tout son corps qui va se mettre en flexion, il va se mettre en petite boule. Et si on met sa nuque en extension, il y a tout son corps qui va s'étendre dans l'autre sens. Donc c'est une activation de tout l'avant du corps, toute une flexion, toute une extension globale. Par après, chez un enfant ou chez un adulte qui aurait encore ce réflexe tonique labyrinthique, on pourrait le voir en position debout, la personne penche la tête et il y a tout son corps qui se flétrit avec, qui part avec les genoux qui ont tendance à plier, la cage thoracique qui descend, les épaules qui s'enroulent, ou quand on regarde vers le ciel, quand on regarde les étoiles, on n'arrive pas à tenir son équilibre, il y a tout le corps qui part en arrière. C'est fort inconfortable à vivre, mais le problème avec les réflexes, c'est que si on les a toujours eus depuis notre naissance, on ne sait pas ce que c'est de ne pas les avoir. Quand ils ne sont pas intégrés, du coup. Mais on sait, si on a toujours vécu, si on s'est construit avec des réflexes archaïques non intégrés, on ne sait pas ce que c'est de ne pas les avoir. Donc, on ne sait pas comparer parce qu'on a toujours vécu dans notre propre corps et on ne sait pas ce qui se passe dans la perception des autres personnes. Donc, parfois, on ne sait pas où est le problème, mais quand on met le doigt dessus, ça peut vraiment changer la vie et faciliter énormément de choses. Et donc là, par rapport aux enfants, justement, comment ça pourrait se traduire dans leur vie de tous les jours? Quelles difficultés ça vient générer lorsque ces réflexes, là, tu nous en as cité quelques exemples, quand ces réflexes ne sont pas bien intégrés? Quels problèmes ça leur pose? Est-ce qu'on est uniquement au niveau moteur? Mais tout à l'heure, tu nous as déjà donné un début de réponse où tu parlais de cognition, d'apprentissage, donc on n'est pas que sur, du coup, la marche et puis tous les apprentissages moteurs, que ce soit la motricité globale ou fine finalement. Déjà, tout apprentissage est lié au mouvement. Donc, parce que les mouvements des yeux, l'oculomotricité, c'est un mouvement également. Donc, tout ce qu'on apprend passe par le mouvement. Écrire, lire, ce sont des mouvements. Et vu que les réflexes archaïques donnent l'accès au mouvement, s'il y a des couacs, des problèmes à leur niveau, automatiquement, ça va atteindre les apprentissages. Après, sur la sphère émotionnelle, je viens d'en parler par rapport au stress globalement. Et par exemple, je vais revenir au tout petit, les bébés ou les enfants qui sont à l'école maternelle, c'est comment va-t-on pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être mieux se dérouler au niveau de l'acquisition de la motricité? C'est déjà d'observer si au tout début, si le bébé tourne bien sa tête des deux côtés de façon équilibrée, quand il fait des retournements dos-ventre, ventre-dos, s'il les fait des deux côtés, avec quelle fluidité tout cela se passe, si le bébé a accès au rampé, s'il passe par le quatre pattes, et puis après, position assise, sous toutes ses formes et debout. Et le bébé va toujours trouver des stratégies pour compenser, c'est-à-dire qu'il va pouvoir quand même se développer, il va pouvoir quand même arriver debout, il va pouvoir quand même marcher. Et parfois, on va se dire, il marche, il court, donc il n'y a pas de problème.
Mais il peut quand même y avoir des choses qui ont maturé bizarrement, qui auraient pu mieux maturer, où on peut favoriser une meilleure maturation, mais on n'est pas dans la pathologie. Et c'est ça que c'est un peu difficile parfois à déterminer, c'est que ce n'est pas une pathologie d'avoir des réflexes archaïques non intégrés. La frontière est assez délicate. Parce que, par exemple, quand il y a des lésions cérébrales, une infirmité motrice cérébrale, mais là, oui, clairement, il y a des réflexes qui ne sont pas intégrés, qui ne le seront jamais, parce que le cerveau n'est pas en mesure d'accéder à cette intégration. Mais en restant dans la normalité, il peut y avoir des signes d'alerte, comme un enfant, par exemple, qui cale tout le temps ses pieds en dessous de lui, qui s'assied en W, qui a des positions d'assises un peu particulières. Ça, c'est une stratégie utilisée par l'enfant pour bloquer ses jambes, parce qu'il y a des réflexes qui vont produire un mouvement au niveau des jambes qui est involontaire. Donc, dans la définition d'un réflexe, c'est une réaction involontaire. Ce n'est pas commandé par le cerveau volontaire, c'est une stimulation sensorielle qui va entraîner un mouvement involontaire. Et justement, quand cette stimulation sensorielle, elle se trouve au niveau de l'appareil vestibulaire, donc dans l'oreille interne, ça va être un mouvement de tête, une inclinaison de tête, une rotation de tête qui va créer un mouvement dans les bras ou dans les jambes, parfois dans les deux. Et vu que le bébé ou l'enfant, il se rend compte que quand il penche la tête ou quand il tourne la tête, ses bras et ses jambes ont tendance à partir avec, il va trouver des stratégies pour bloquer ses membres qui ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Et il va les caler sous lui pour pouvoir, lui, être plus libre pour bouger, pour les mettre en cage quelque part, pour pouvoir euh, être tranquille, en fait, et pouvoir jouer et pouvoir arriver à contrôler ses jambes qui ont envie de bouger toutes seules. Donc, ça peut être un signe d'alerte. Mais maintenant, ce n'est pas tous les enfants qui s'asseyent en W ont des réflexes archaïques non intégrés. Il ne faut pas faire de lien de cause à effet trop rapidement, mais c'est quand même interpellant à observer tout ça. Mmh. Alors, du coup, là, que ce soit, au niveau de ce que tu viens de nous dire, par exemple pour l'assise, tu as parlé aussi de la lecture. Au niveau émotionnel, tu citais le stress. Est-ce qu'il y a d'autres critères d'alerte où en tant que parent, on pourrait se dire: «Bah, là, peut-être qu'il y a moyen d'aider mon enfant». On verra par la suite, comment. Mais en tout cas, quelles sont les autres choses qui peuvent alerter ou qui peuvent montrer qu'il y a certains réflexes qui, possiblement, ne sont pas intégrés? Mais déjà, quand il y a des étapes motrices qui ne sont pas traversées ou qui sont traversées de façon asymétrique, comme je parlais pour mon fils, le quatre pattes asymétrique, en fait, il avait justement un réflexe tonique asymétrique du coup, non intégré, mais d'un seul côté. Ce qui faisait qu'il n'avait pas accès aux quatre pattes symétriques. Donc le ramper d'une jambe, ou si on saute le 4 pattes et qu'on passe directement à la marche, tout ça, ça fait partie? En fait, ce sont les réflexes et leur intégration successive, parce qu'ils ne s'intègrent pas tous en même temps. Il y a une chronologie, l'intégration de l'un, il y a une superposition, c'est par vague en fait. Chaque étape est la base de l'étape suivante. Et le réflexe, un réflexe doit s'intégrer pour qu'un autre puisse s'entraîner, puis s'intégrer. Donc il y a tout un jeu, une chronologie là-dedans. Et on peut s'interroger s'il y a un non-passage par certaines étapes, s'il n'y a pas un problème à propos de ça. Mais avant ça, il faut d'abord s'interroger sur l'environnement dans lequel l'enfant évolue, parce qu'en voulant bien faire, heu, tous les parents en général veulent bien faire et parfois on veut trop bien faire. Donc on va hyper sécuriser l'enfant, on va peut-être trop réduire l'espace dans lequel il peut exercer sa motricité. On va peut-être lui mettre des beaux habits ou des jeans ou des belles chaussettes ou des belles chaussures, mais qui vont quelque part entraver justement sa motricité et par répercussion, empêcher d'exercer ses réflexes et donc d'accéder à certaines étapes motrices importantes. Un petit exemple, petite fille bébé fille qui mettrait tout le temps des petites jupes ou des petites robes, c'est pas du tout facile de marcher à 4 pattes en jupe ou en robe parce que les genoux sont dessus. Du coup, là, l'enfant risque de marcher en ours et ne pas passer par le quatre-pattes. Or, c'est pas pareil, marcher en ours ou marcher à quatre pattes, c'est pas du tout la même chose. Ou ramper, pareil, si les habits gênent ou si les chaussettes glissent. Maintenant,
ça dépend où on habite, on ne peut pas tout le temps être à pieds nus, mais c'est important d'avoir quand même des pieds qui puissent accrocher le sol pour repousser le sol, pour travailler la voûte plantaire, installer cette voûte, parce que le bébé est né avec des pieds plats, puis la voûte, elle se creuse parce que le gros orteil pose sur le sol et le pied se muscle, et puis un pied a besoin de se muscler pour pouvoir soutenir le poids à la verticale, pour pouvoir après marcher. Donc le ramper, c'est une étape extrêmement importante d'apprendre à repousser le sol avec ses orteils. Et parfois, en voulant bien faire, on entrave ces étapes-là et on favorise la non-intégration de certains réflexes. Donc le cadre dans lequel on va faire évoluer l'enfant est hyper important. Ou parfois aussi, on mettrait des portiques, enfin l'enfant couché, mais avec un module au-dessus de lui et que des objets au-dessus de lui, ce qui fait que l'enfant va être attiré par uniquement ce qui est au-dessus. Mais en fait, pour favoriser les retournements et l'exploration de son monde, c'est peut-être bien de le mettre sur un tapis, mais avec des objets tout autour de lui pour qu'il puisse se retourner et aller les chercher. Ça dépend de l'âge, évidemment. C'est clair qu'un bébé de quelques jours, on ne va pas lui demander de se retourner et de ramper, mais il y a un moment où un environnement sécurisé mais stimulant, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et des habits qui peuvent favoriser justement un accès moteur adéquat. Mmh. Il y en a combien de réflexes en tout, de réflexes archaïques? Alors, à notre connaissance actuelle, il y en a plus de 70 et on travaille sur une trentaine d'entre eux. Ouais, c'est plus ou moins l'état des connaissances actuelles. Mmh. Alors là, du coup, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, les parents qui pourraient se retrouver dans ce que tu as cité en se disant: «Bah, peut-être que moi, mon fils ou ma fille, je me rends compte qu'il y a ça». Bah, par exemple, là, un enfant qui peinerait avec le 4 pattes ou il serait dans un 4 pattes asymétrique. Du coup, quelles sont les ressources pour les parents? Comment on fait? Parce que, se poser les bonnes questions, c'est déjà la première étape, bien sûr, d'avoir connaissance que ça existe. Oui, Mais ensuite, concrètement, comment on vient aider son enfant? Parce qu'on va pas pouvoir lui faire intégrer ses réflexes à sa place, c'est lui qui doit le faire. C'est pas mmh, toujours facile d'encadrer son enfant dans ce qu'il doit faire, ça reste un tout petit bébé. mmh. Quels sont les leviers que les parents peuvent activer? S'il y a une grosse suspicion, enfin des choses qui sont vraiment très, très visibles, je conseillerais de consulter déjà de consulter un pédiatre, kiné spécialisé en pédiatrie, spécialisé en réflexes archaïques, parce qu'on ne peut pas tout voir seul. Puis si on se pose des questions, vaut mieux consulter et puis, bah, certains professionnels parfois ne voient pas qu'il y a un problème et même certains pédiatres. Or maintenant, il y a quand même des sources, bibliographiques assez conséquentes, autour du sujet, hem et on peut difficilement nier l'importance de ces réflexes à l'heure actuelle. Quand on voit le travail monumental que Sally Godard et son mari ont fait et d'autres, Svetlana Mazgotova, Bloomberg et cetera, on peut difficilement nier, leur importance. Hem et Oui, donc tu veux dire d'aller finalement chez le professionnel de santé, en parlant pour justement qu'on puisse aller plus loin sur ce sujet si on voit que si on voit que c'est pas abordé pendant la consultation en tout cas. Et je disais à condition que ce professionnel de santé soit informé et alerté par ça. Parce qu'il y en a il y a certains pédiatres qui vont dire: «Non, il y a pas de problème, c'est pas grave, il va marcher». Or, bah, si on peut favoriser, ou débloquer quelque chose qui peut aider l'enfant, faisons-le. Et c'est pas douloureux, c'est rien. Chez les tout petits, ce sont des stimulations, c'est du jeu, c'est attirer son attention, changer son cadre de développement au niveau matériel. Donc ce que je disais, ouvrir son espace, changer d'habit, c'est toutes des choses à mettre en place qui vont permettre à son système nerveux, à son cerveau de mieux apprendre à contrôler son corps. Donc c'est déjà une question d'environnement. Après oui, il y a des professionnels de santé qui sont formés, qui peuvent, amener des stimulations beaucoup plus précises et qui peuvent bien sûr expliquer aux parents quoi faire à la maison, pour qu'ils soient moins perdus et que ce soit beaucoup plus facile. Mais c'est pas stressant, il ne faut pas, avoir peur, d'agir parce que ça reste doux et absolument non douloureux. Il y a juste Oui, donc du coup, on va pouvoir aider les enfants au quotidien? Ce sont des petites choses à mettre en place au quotidien avec eux? Ou alors c'est par exemple, là, tu citais par exemple donc des kinés, qui sont formés aux réflexes archaïques. Est-ce que l'idée c'est d'emmener son enfant toutes les semaines chez le kiné pour faire peut-être des mouvements particuliers? Mais tu pourras nous en dire un petit peu plus sur, ce qu'on peut faire? Ou alors est-ce que c'est à la maison que mmh. tous les jours ou alors régulièrement, on vient, apporter des stimulations comme tu disais au tout petit bébé?
Si c'est juste une séance de kiné une fois par semaine et rien en dehors, et que l'environnement dans lequel l'enfant grandit n'est pas propice au développement d'une bonne motricité, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est tout ensemble, c'est le kiné et les parents, et en général le kiné encadre toujours les parents dans ce qu'ils peuvent faire à la maison. Mmh. Il y a une liste des professionnels qui sont formés au réflexe archaïque, Emma? Oui, donc il y a plusieurs formations qui existent et donc plusieurs listes. Je pense que tu donneras les liens avec l'enregistrement en fonction d'où ces professionnels sont formés. Alors, et chaque professionnel a peut-être plus d'affinité. Tout le monde ne travaille pas avec les tout petits. Il y en a qui sont plus spécialisés dans les problèmes d'apprentissage. Et en fonction des formations qu'ils ont fait, ils sont plus pour agir en fonction de tel ou tel âge de l'enfant. Mais en général, ce sujet-là et ces formations-là sont de plus en plus connues, et fort heureusement, parce que il faut vraiment faire passer le message et informer les parents que ça existe. Et il y a même pas mal de parents qui se forment eux-mêmes, interpellés par le sujet, et qui ont envie d'en savoir plus, d'en connaître plus et de pouvoir agir aussi. Donc, il y a des formations qui sont ouvertes uniquement aux professionnels et d'autres qui sont ouvertes à tout public. Donc, et en faisant déjà même un premier module sur les réflexes, il y a déjà moyen de comprendre pas mal de choses et de pouvoir agir aussi avec ses propres enfants. Toi, dans ton cabinet, comment ça se passe quand tu reçois justement un enfant? Est-ce que déjà les parents, ils viennent te voir en te disant: «Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas», ou alors c'est parce qu'il y a des tensions chez bébé et que toi tu vas venir, finalement entre guillemets «diagnostiquer» et poser en tout cas une explication en disant: «Bah, voilà, ces tensions, elles reviennent là tout le temps parce que là, il y a peut-être un réflexe ou plusieurs qui ne sont pas intégrés». Et ensuite, quelles sont les consignes ou les conseils que tu donnes aux parents pour le quotidien? Puisque tu disais qu'il fallait faire le tout en synergie. Mmh. Alors moi, je travaille pas avec les tout petits, ou rarement. Ça m'arrive, mais c'est pas la majorité de mes petits patients. Ils sont en général entre 5 et il n'y a pas d'âge, entre 5 et l'âge adulte. Et en général, ils sont envoyés par des collègues qui savent mon travail, que ce soit médecin généraliste ou podothérapeute que je connais, et on me les envoie parce qu'on sait, parce qu'ils savent que je suis formée là-dessus et que je vais pouvoir agir dans la sphère qui est la mienne, la sphère du mouvement. Parce qu'il y a d'autres manières d'agir. Il y a parfois, il y a des podologues, podothérapeutes qui agissent sur les réflexes avec certains reliefs au niveau des semelles posturales, par exemple. Euh, mais donc, moi, la sphère en tant que kiné, c'est la sphère du mouvement pour favoriser l'intégration des réflexes archaïques. Alors, comment ça se passe? Ça se passe par un bilan qui est assez poussé pour voir si c'est vraiment ça le problème, parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes de développement, et pour voir si on va pouvoir avoir des bons résultats par une méthode d'intégration de réflexes archaïques. C'est d'abord en fonction d'un questionnaire qui est assez précis, assez pointu, discussion avec les parents, on remonte au tout début en fait, on pose des questions sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la première année de vie. Il y a pas mal de questions, et puis en fonction de ce bilan-là, des réponses qui sont apportées à toutes ces questions, on fait un bilan moteur, on va évaluer la motricité générale, on va évaluer, donc on va faire des tests de certains réflexes, pas des 72, mais de quelques-uns. Et on les évalue entre 0 et 4. 0, c'est un réflexe qui est intégré, donc quand on le teste, il ne ressort pas. Ça veut dire que tout va bien. Euh, il est intégré, donc c'est bien. 4, c'est qu'il est fortement présent alors qu'il ne devrait plus l'être du tout. Et entre les deux, il peut être un petit peu présent, donc il y a 1, 0, 1, 2, 3, 4 pour l'évaluation. Et en fonction du profil et réflexe, en fait, c'est bien de comprendre aussi qu'un réflexe archaïque non intégré, c'est avant tout un symptôme d'une immaturité dans le système nerveux. Et c'est surtout l'immaturité du système nerveux qu'on va traiter. Alors moi, là, j'utilise le langage INPP de Sally Godard, parce qu'on ne parle pas vraiment de la même façon dans certaines autres formations réflexes. Et Sally Godard explique vraiment bien que le réflexe, c'est le symptôme d'une immaturité dans le système nerveux. Et on va essayer de retravailler l'étape motrice qui a manqué par des mouvements qui vont être exécutés de façon très très lente,
tous les jours, pas beaucoup de répétitions, mais tous les jours, pendant quelques semaines, pour faire maturer le système nerveux et favoriser l'intégration d'un ou plusieurs réflexes. Parce qu'un mouvement précis et répété tous les jours peut favoriser l'intégration de plusieurs réflexes à la fois. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de petits mouvements qui ensuite est à réaliser tous les jours à la maison? Et quand tu dis que ça prend pas beaucoup de temps, qu'il faut pas le faire trop longtemps, ça représente quoi? C'est de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes? Parce que c'est vrai que c'est chez les tout petits, on se dit: «C'est pas forcément évident». Ah oui, mais dans c'est maximum 5 minutes, on va pas, faire beaucoup, mais l'environnement dans lequel on fait ces mouvements est très important. Si on le fait en étant stressé, énervé, si l'enfant pleure, évidemment, ça va pas marcher parce qu'on a envie que son système nerveux réagisse bien et un système nerveux qui est pas content, qui est stressé, ne va pas bien réagir. Donc il y a tout un environnement, favorable à installer. Un exemple, je vais peut-être parler d'une immaturité qu'on pourrait voir au niveau de l'appareil vestibulaire, donc de l'oreille interne, qui peut être, reliée qui peut ressortir par la non-intégration de plusieurs réflexes. Par exemple, le réflexe de Moro dont j'ai parlé, donc qui est lié aussi à une stimulation vestibulaire de la tête vers l'arrière, ou par le réflexe tonique labyrinthique dont j'ai parlé aussi. Et là, il y a le réflexe tonique labyrinthique en flexion et le réflexe tonique labyrinthique en extension. Quand on voit que ces 2 réflexes-là, Moro et RTL, ne sont pas intégrés, on va se dire qu'il y a une immaturité de ton système vestibulaire et on va pouvoir agir là-dessus, par un exercice qui s'appelle l'astronaute. C'est un exemple, hein, je dis pas qu'il faut le faire, je te donne des exemples. Ça se fait sur, une chaise, une chaise de bureau qui tourne et l'enfant va se mettre, en position fœtale avec, les mains sur les épaules opposées et les jambes croisées en petite boule. Il va fermer les yeux pendant 2 minutes, ça dure 2 minutes et le parent va lui faire de façon très lente, va faire un tour, sur, lui-même, faire tourner la chaise, un tour complet sur 45 secondes. 15 secondes de pause, tour complet sur 45 secondes dans l'autre sens et à nouveau 15 secondes de pause. Donc c'est vraiment une stimulation vestibulaire très lente qui va être répétée tous les jours et qui va faire maturer le système vestibulaire. Donc là, on ne va pas directement agir sur le réflexe, on va agir sur le système vestibulaire, mais ça va favoriser l'intégration des réflexes qui sont liés au système vestibulaire. C'est un exemple qu'on Ouais. pousse, oui. Ça Oui, oui, devient oui. Et effectivement, et je comprends pourquoi tu parlais de jeu tout à l'heure, parce oui, qu'effectivement avec les enfants, en tout cas quand ils sont pas, tout nourrissons, ils peuvent tout à fait y trouver un intérêt, de jeu là-dedans, ça peut être intégré presque dans le rituel du soir, si on y met la forme et qu'on trouve une jolie histoire autour. Donc c'est oui. pas forcément quelque chose de rébarbatif qui va durer une demi-heure, qui sera impossible à tenir dans le temps. Ce sont des petites choses en fait, qui sont possibles d'être intégrées dans le quotidien. C'est ça, ce sont des petites choses, mais c'est pas toujours facile quand même. Il faut le reconnaître que, y penser, le faire, avoir la tête à ça, ne pas être pressé, on vit des vies de fou et c'est l'aspect savoir quoi faire, c'est pas ce qui est difficile, c'est le fait de le faire et d'être régulier qui, c'est important de pouvoir mettre ça en place et c'est important de parler avec les parents justement de l'importance de la régularité parce que le système nerveux a besoin de régularité et de répétition pour bien réagir et que même si on fait tout bien pendant une semaine et puis qu'on passe une semaine complète, ben, on a perdu tout ce qu'on a acquis déjà pendant la semaine, on a tout bien fait. Donc oui, il faut pouvoir être informé, comprendre l'importance de faire ça. C'est pas long du tout. Dire qu'on n'a pas le temps, c'est difficile parce que c'est vraiment pas long. En termes de minutes, qui n'a pas 2 minutes? Enfin, c'est rien du tout. Mais c'est plus, vraiment prendre le pli, l'habitude et une fois que c'est installé, presque parfois l'enfant est demandeur quoi, de faire ces mouvements parce que c'est vraiment le petit rituel comme tu disais, le petit rituel du soir ou du matin si on a le temps le matin. Comme ça, c'est fait. Mais oui. Mmh. Alors tu disais tout à l'heure que justement les réflexes, ils s'intégraient petit à petit, principalement sur la 1re année de vie. Est-ce que ça veut dire que là, pendant cette 1re année, il y a rien de particulier à faire? On laisse couler, on attend de voir ce qui se passe lorsque l'enfant a peut-être 15 ou 18 mois? Ou est-ce que, même dès tout petit, avant 1 an, il y a possibilité de faire quelque chose? Et puis si c'est le cas, qu'est-ce qui aurait pu nous alerter? À part, on l'a bien compris, tu nous l'expliquais tout à l'heure, effectivement un rampé asymétrique ou un 4 pattes asymétrique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi, éveiller peut-être alerter le parent?
Mais déjà, quand le bébé ne bouge pas, qu'il est juste sous le dos, voir si sa tête tourne bien, avoir des stimulations des deux côtés pour qu'il puisse tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté. Ne pas hésiter à mettre l'enfant sur le ventre quand il est éveillé. Si on essaye, puis que l'enfant râle un petit peu, puis qu'on dit il n'aime pas, donc on ne le fait plus, puis qu'on réessaye des mois après, ben, ça peut parfois poser problème parce que l'enfant n'a pas du tout l'habitude de cette position-là. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui supportent pas trop, mais il y a peut-être moyen déjà de le mettre sur le ventre sur soi-même, se coucher, de le mettre sur le ventre, mais sur le ventre du parent. C'est beaucoup plus rassurant que d'être sur un sol froid. Euh, euh, je parlais des habits, de la façon dont on va entraver ou pas l'enfant. Si on le cale, si on le ficelle dans son relax ou dans son maxi-cosy beaucoup d'heures sur la journée, ben, c'est pas l'idéal du tout. Pour plusieurs choses, mais aussi pour la plagiocéphalie, donc pour l'aplatissement du crâne, à force d'être tout le temps en appui sur la même zone. L'enfant a besoin de pouvoir tourner la tête, pouvoir être à plat ventre, pouvoir euh, regarder tout autour de lui et ainsi développer une interaction avec son monde extérieur en 3 dimensions. Il y a la façon déjà, l'allaitement, c'est logique. On va lui donner un sein et puis à l'autre sein. Par contre, quand on donne le biberon, on a tendance à donner tout le temps du même côté. Et déjà là, ça peut aussi avoir une influence. C'est déjà bien d'avertir les parents que si on donne le biberon, il faudrait essayer de reproduire le plus possible ce qui se passe lors de l'allaitement. Donc, de faire un côté et puis l'autre pour avoir ces deux côtés. Parce que quand le bébé est allaité, il a une moitié de corps qui est plus contre la maman et une moitié de corps qui est plus libre. Et c'est là aussi que le réflexe tonique asymétrique du cou peut s'exercer. Et on peut favoriser cette motricité de l'hémicorps à la fois en donnant le biberon et en changeant de côté. Oui, parce que par exemple, le bébé qui va venir attraper les mèches de cheveux d'une main, oui, qui va venir attraper par exemple les colliers oui, d'allaitement. Donc oui, c'est oui, de ça dont tu parles, d'un oui, côté et puis de l'autre. Et comme ça, il n'y a pas que un côté qui se développe en fait. exactement, exactement. Mm. Donc, c'est va favoriser un développement le plus symétrique possible. Observer que ça se fait bien des deux côtés. Autant au niveau des pieds, de comment les jambes bougent, comment la tête bouge, comment les bras bougent. Observer, favoriser. S'il y a un côté où la tête ne veut pas tourner, il faut peut-être parfois aller voir au niveau des cervicales chez un ostéopathe s'il n'y a pas quelque chose à débloquer. Mais sinon, c'est déjà d'avoir des stimulations pour vraiment favoriser cette rotation de tête qui va exercer la motricité d'un hémicorps à la fois pour après avoir accès à d'autres étapes motrices. Mais c'est surtout une question d'environnement. Donc, on ne va pas se dire on attend, on va essayer vraiment de favoriser un environnement le plus adéquat possible. Je sais que je me répète, je fais des petits, mais c'est tellement important en fait de comprendre que l'environnement dans lequel le bébé va grandir dans ses premiers mois de vie, il est hyper important. Et d'éviter de trop l'entraver, donc d'éviter de trop le coincer, le bloquer et de ne pas brûler les étapes, surtout pas. Ne pas asseoir un bébé qui n'est pas prêt à être assis, qui n'a pas le tonus pour être assis. Le tonus, il s'acquiert couché. Et couché sur le ventre, c'est là aussi qu'il va éveiller sa chaîne postérieure, qui va avoir plein de choses qui vont se brancher et qui va lui donner ce tonus après pour qu'il puisse tenir assis seul. Parfois, on veut bien faire, on veut brûler les étapes, on veut que l'enfant grandisse plus vite, on veut qu'il soit prêt assis, on veut qu'il soit prêt à marcher, et on va un petit peu trop le stimuler en voulant bien faire encore une fois, mais on ne l'aide pas sur le long terme. On fait plus le contraire que de vraiment l'aider. Il y a un autre sujet aussi auquel je pense, c'est celui de l'alimentation, puisque dans la première année de vie, il va y avoir la diversification alimentaire. Est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, des enfants qui auraient du mal justement à porter des choses à leur bouche, qui pourraient avoir un dégoût, qui ont du mal à rentrer dans cette diversification alimentaire, dans les premiers pas vers l'alimentation? Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, des réflexes archaïques ou de son système nerveux immature? Oui, oui, on parle de troubles de l'oralité. Il y a parfois des enfants qui supportent pas certaines textures, qui sont extrêmement sensibles de la sphère buccale. Et il y a tout un tas de réflexes qui sont liés justement à la motricité de la bouche, à la déglutition, la mastication, déjà à la succion, etc. au tout début. Et puis après, ça fait maturer la motricité de la bouche. Et oui, on peut trouver des liens effectivement au niveau de ce domaine-là. Et il y a des liens aussi entre toute la motricité de la bouche et
la motricité des mains et des pieds. Il y a un lien neurologique entre la bouche, les mains et les pieds. Alors au niveau des mains, on connaît très très bien le réflexe d'agrippement. Le bébé qui serre un doigt ou un objet et qui ne veut plus le lâcher, ça existe aussi au niveau des pieds. On a un réflexe d'agrippement palmaire et un réflexe d'agrippement plantaire. Au niveau de la bouche, il y a le réflexe de succion. Et par notre parenté avec les singes, il y a un lien neurologique parce que nos cousins singes ont besoin de 5 points d'accroche pour tenir leur maman, les 2 mains, les 2 pieds et un téton dans la bouche, donc 5 points d'accroche qui sont liés pour vraiment tenir la maman quand elle court pour se déplacer. Bon, nous, on ne fait pas ça, mais le lien neurologique est toujours là. Parfois, il peut y arriver qu'on arrive à avoir une action. Pourquoi je parle de ce là? Parce qu'on peut arriver à avoir une action sur la sphère buccale en agissant sur les mains et sur les pieds. Parce qu'on va faire maturer les 5 liens, les 5 extrémités, la bouche, les 2 mains et les 2 pieds. Il y a moyen d'agir par répercussion, en fait, en faisant maturer ailleurs et d'arriver à faire maturer la sphère buccale. Ah oui, donc ça, c'est vraiment, c'est extraordinaire, en fait. C'est très intéressant parce que, quand effectivement on peut pas, toucher, un endroit, par exemple, qu'on sait que son enfant est extrêmement sensible au niveau de la sphère buccale, donc on peut pas par exemple, les enfants qui auraient du mal à se faire essuyer la bouche ou qui ont vraiment du mal avec les lèvres et la bouche, on peut Oui, venir travailler sur d'autres points et ça va avoir les mêmes répercussions. oui, tout à fait. Ouais, souvent les mains, j'ai déjà eu des résultats assez exceptionnels avec un petit garçon, il devait avoir presque 2 ans, trouble de l'oralité, il mangeait presque rien, et on a travaillé sur ses mains. J'ai plutôt expliqué à la maman qui était, kiné aussi comment faire et ça a été magique. Donc vraiment, ouais, Mmh. c'est Alors du coup, en parlant de résultats, là, tu me tends la perche pour, te poser cette question qui me trotte dans la tête. Tu disais que ça nécessite un vrai investissement des parents lorsqu'on met ce genre de choses en place et puis, bah, parfois, il y a plusieurs séances de kiné, ce que toi tu fais en cabinet. Au bout de combien de temps on peut se dire qu'il va y avoir des résultats? Parce que alors j'imagine que ça change d'un enfant à l'autre et tu peux pas me dire: «C'est dans 3 semaines et 2 jours». Mais est-ce que tu peux nous donner un petit ordre d'idée pour que les parents, peut-être en amont se disent: «Bah, voilà, je vais avoir besoin de m'investir pendant, 15 jours ou pendant 15 mois». C'est quand même très différent. tout dépend où on en est dans le développement de l'enfant. Si c'est, pour un tout petit, on peut aller très, très vite. Quand je dis tout petit, dans la première année de vie, avec quelques consignes, quelques simulations bien menées, ça peut réagir très, très vite. Par la suite, je vais plutôt, répondre avec un exemple. Si on a, par exemple, un enfant de 8 ans qui a, plusieurs réflexes non intégrés, qui a des difficultés à l'école, qui est fort stressé, qui a une gestion émotionnelle compliquée. Donc, il y a plein de signes qui montrent qu'on peut agir positivement sur son système nerveux pour l'aider. Là, on est parti pour plus longtemps. Là, on va faire un bilan, on va tester et on va pas tout faire d'un coup parce qu'il y a peut-être plusieurs choses sur lesquelles on doit travailler et il ne faut pas faire trop parce que ça va faire pire que bien si on veut aller trop vite. Mais on est parti, dans ce cas de figure-là, on est parti pour une année. En général, Pour c'est une souvent année. oui. Mmh. Et donc quand, c'est des enfants de moins d'1 an, quand tu dis: «Ça peut aller très vite», c'est de l'ordre de quelques semaines? Peut-être, Oui, et c'est 1 déjà mois, 2 mois? l'environnement, que les parents puissent comprendre, quoi faire Mmh. pour aider leur enfant au quotidien. Heu, même pas juste faire des mouvements, des exercices, mais déjà changer le cadre. Certains, arrêter de le ficeler, ce serait que ça ou changer enfin comme je tout ce que j'ai déjà dit, ça peut déjà être énorme en fait de changer des petites choses comme ça dans le quotidien de l'enfant. Et puis là, ça va beaucoup plus vite, parce qu'on est dans le développement à ce moment-là. On n'est pas dans le réparer quelque chose qui a pas eu lieu. On est toujours en train de favoriser le développement adéquat, on est en plein dedans, donc ça va beaucoup plus vite. Tandis que quand l'enfant s'est développé et a trouvé sa voie pendant plusieurs années, on va favoriser une meilleure adaptation. On va lui proposer, des mouvements à faire pour que son système nerveux puisse se réorganiser de façon plus efficace, moins énergivore, qu'il soit plus détendu, on peut débloquer pas mal de choses, mais on est parti sur le plus long terme parce qu'il faut réinstaller quelque chose. Mmh.
Emma, je te propose qu'on arrive tout doucement à la fin de cet échange. Je te propose qu'on fasse peut-être un récap pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que tu veux nous redire, en gros, comment, juste en récap, tu vois, comment on vient détecter certaines choses, qu'est-ce qu'on fait, et puis, oui, quels sont les bons réflexes finalement pour les parents, juste pour agir en fait vis-à-vis de leur enfant. Le plus important, c'est de favoriser un cadre qui permette pardon, un accès moteur le plus libre possible, mais en étant dans la sécurité. Et d'observer surtout les asymétries de développement. Donc, observer que le bébé se développe de façon symétrique à droite et à gauche, puisse aller sur le ventre, se retourner, évolue sans entrave, avec des habits qui permettent d'évoluer, avec des orteils qui puissent toucher le sol, etc. Oui, et favoriser donc un développement moteur le mieux possible avec des stimulations. C'est un peu logique ce que je vais dire, mais je pense qu'en fait, qu'il faut quand même le rappeler, que l'enfant a besoin de manipuler de 3D, il n'a pas besoin d'écran, que si on met un bébé ou un enfant devant des écrans, effectivement, il va trouver ça extrêmement gai, il va être les yeux rivés dessus, et ça va l'intéresser beaucoup, mais c'est pas de ça dont il a besoin. Donc c'est de tout cela dont je parle quand je parle d'environnement. Oui, Euh, tu dis toucher en 3D, c'est le fait de pouvoir, toucher les objets, de les tourner, les retourner. puis C'est en ouais. termes d'apprentissage et de motricité, ça éveille pas les mêmes zones du cerveau, c'est ça? Non, 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 l'enfant a besoin de manipuler et de découvrir son environnement en 3 dimensions. Le 2 dimensions, ça n'existe pas chez nous, ça existe dans notre développement de société, mais c'est pas quelque chose qui nous aide à bien nous développer, pas du tout. Donc le 3D et l'environnement réel avant tout, ça c'est certain. Euh, donc, observer observer son enfant, observer comment il interagit avec le monde, et puis être alerté par des choses qui peuvent sembler étranges, sans non plus se stresser pour tout, parce que parfois on pourrait ne pas trop s'en faire, et parfois on pourrait s'en faire trop, et ni l'un ni l'autre n'est bon. Donc, observer, être vigilant, mais vraiment pas de stress excessif non plus. Et Euh, pourquoi aller faire un bilan si toutefois on se on- pose des questions on- avant de passer en mode stress et «Mon Dieu, il se passe quelque chose pour mon enfant». On va on- faire un bilan, comme tu l'évoquais, quelque chose de très précis, très rigoureux, avec un professionnel formé, et c'est ça, puis comme ça permet de savoir où on va et d'avoir une feuille de route si c'est nécessaire. tout à fait, oui, tout à fait. Heu, par rapport aux mamans qui nous écoutent, si elles se disent: «Bah, moi j'ai l'impression que pour mon enfant, tout est OK, tout va bien, tout s'est bien passé, tout est asymétrique. Mais par contre pour moi, ça résonne en moi en fait, ce podcast». Heu, Tu l'as dit tout à l'heure, toi tu t'occupes, des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes. Donc même en tant qu'adulte, pour là les parents qui nous écoutent, c'est pas perdu. S'il y a quelque chose à faire, on peut le faire. Ça reste les mêmes stimulations que pour les petits. J'imagine que ça prend juste un petit peu plus de temps. Oui, alors on peut toujours agir. Maintenant, il faut vraiment en avoir une utilité. Parce qu'on s'est tous développés d'une certaine façon, et tout n'est pas toujours négatif. On s'est adapté en fait à l'environnement dans lequel on a évolué. Puis parfois, on n'est plus adapté parce on a changé d'environnement, de façon de vivre. Et parfois, on a des problèmes de certains types, comme par exemple des vertiges, ou bien justement au niveau des yeux qui fatiguent très vite. Il y a des problèmes au niveau des muscles des yeux qui fatiguent très vite. On voit double quand on est fatigué. Il y a des choses qui peuvent alerter. Parfois, on a eu toujours ça, on a toujours vécu avec. On ne sait pas ce que c'est de ne pas l'avoir. Et il y a effectivement des choses à faire à l'âge adulte. On peut amener des stimulations quotidiennes, effectivement, pendant plusieurs semaines, et c'est aussi des suivis à long terme pour permettre à l'adulte de se réorganiser également. Mais on va être un peu plus, comment dire, prudent avec les adultes, parce qu'on touche à un système qui est en place depuis des dizaines d'années, et agir sur les fondements d'une personne, sur les fondements de son système nerveux, c'est jamais anodin. Donc, moi, je ne suis pas pour intervenir à tout prix. Je suis pour vraiment des petites choses qui peuvent
des petites choses qui peuvent amener pas mal de résultats quand même dans la vie de la personne, mais pas vouloir s'acharner à absolument tout corriger, quoi. C'est pas mon état d'esprit. Mmh. Bon, il y a des Ouais, choses. c'est très clair. Du coup, je retiens là de notre échange, je retiens quelques points qui me semblent vraiment super importants, à savoir qu'un enfant qui présenterait donc un tout petit, même depuis tout petit du coup, qui présenterait vraiment peut-être une hypersensibilité ou une comment dire? Une gestion émotionnelle qui pourrait être difficile, un enfant qui semble tout le temps stressé ou qui tient pas en place. Au niveau de l'apprentissage, tu disais que tout découlait de la motricité globale. Donc, par exemple, un enfant qui aurait, presque une impossibilité à tenir son crayon ou alors dans les apprentissages à l'école, dès la maternelle, chez qui tout est très difficile. Là, on pourrait s'alerter et essayer d'aller creuser un petit peu plus loin pour ensuite pouvoir l'aider et que ça se passe mieux Oui, tout à dans son interaction au monde et dans sa scolarité aussi. Tout à fait, oui. Un Mmh. enfant qui a un moro non intégré, donc cette réaction d'emballement du système sympathique au stress, dire que toute stimulation sensorielle, pas que vestibulaire, mais tout bruit, quelque chose qui passe dans le champ visuel et on s'y attend pas, quelqu'un qui touche, une stimulation tactile, donc se faire toucher par surprise, on s'y attend pas, va entraîner un emballement du système nerveux, peut-être un cri, peut-être un mouvement des bras, mais en tout cas un gros stress. Or, la source sensorielle ne justifie pas une réaction aussi forte. Donc, c'est une surréaction au stress. Mais quand on est dans une classe où on est censé apprendre et être attentif à ce que l'institutrice ou l'instituteur est en train de dire, et que tous les petits bruits, toutes les autres stimulations sensorielles vont éveiller le système nerveux en mode stress, ça va empêcher le cerveau d'être connecté au cours qui est en train de se dérouler et être concentré sur l'apprentissage. Donc, ça va vraiment entraver cet enfant dans sa scolarité. Donc, il y a moyen de trouver comment apaiser ce système nerveux par l'intégration du réflexe moraux. Mmh et peut-être même du coup une répercussion sur le sommeil puisque chez Fedodo on parle beaucoup de Oui, sommeil pour les tout petits. Toi tu vois des répercussions, directes sur le sommeil des enfants qui du coup ont du mal à s'endormir le soir ou qui sont plusieurs fois réveillés dans la nuit parce que oui, leur système nerveux est toujours, comme une guirlande de Noël, allumée et que ça ils n'arrivent pas à s'apaiser? oui, si ça arrive. Et puis, c'est vrai que les enfants qui ont moraux actifs, ils peuvent avoir des difficultés d'endormissement et parfois ils peuvent être tellement épuisés parce que leur système nerveux a été tellement activé la journée qu'ils ont un besoin énorme de sommeil. Ça dépend aussi parfois Mmh. des. Mais effectivement, il peut avoir une répercussion sur cette sphère-là également. Merci infiniment Emma, c'était absolument passionnant. Est-ce que tu, nous as partagé tout ce que tu, souhaitais dans le cadre de ce podcast ou est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Je pense que j'ai dit le principal, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, il y a des livres qui existent. Il y a un livre qui a été traduit il n'y a pas très longtemps de Sally Godard qui s'appelle Le Grand Livre des réflexes. Il y en a d'autres qui existent, mais enfin, je pense à celui-là parce que c'est le plus intéressant et le plus complet, je pense, qui existe en français pour les parents. Sinon, il y a pas mal de vidéos qui existent aussi sur la chaîne YouTube de Le plaisir d'apprendre de Paul Landon et peut-être d'autres chaînes qui existent également. Donc, c'est le plaisir d'apprendre sur YouTube. Sinon, au niveau des renseignements, c'est vrai qu'une fois qu'on a un pied dans le sujet, ben, on a envie de mettre les deux et puis tout le reste. Donc, il y a pas mal de ressources à trouver déjà sur Internet. Et donc, ben, c'est vrai que une fois qu'on est interpellé par ça et puis qu'on est parent, c'est bien de comprendre et d'en savoir plus pour bien encadrer ses enfants et pouvoir agir de façon adéquate, sans trop stresser, mais sans la prendre trop, enfin, sans sous-estimer l'importance que ça peut avoir non plus. Mmh. Bah, c'était très, très éclairant. Merci infiniment. Emma, je mettrai effectivement plusieurs ressources que tu as citées dans le descriptif du podcast. Je renverrai aussi, sur, tes réseaux à toi, notamment sur Facebook et puis sur ton site internet, puisque, OK. bah, tu œuvres aussi à justement à démocratiser ces connaissances sur les réflexes archaïques et bah, vraiment on te remercie sur le podcast de nous avoir accordé tout ce temps aujourd'hui pour parler des réflexes. Toi effectivement tu le disais, tu as plusieurs casquettes et cette casquette-là, voilà Mmh. était,
était vraiment très, très intéressante pour nous à découvrir. Donc merci infiniment et puis, je te souhaite Merci à toi une pour l'invitation, la proposition. bonne continuation, Emma. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.